Bienvenue à Studio Lacan. Nous consacrons notre émission aujourd'hui à la question du sionisme, une question qui divise et qui polarise les positions. Alors pour les uns, le sionisme, ça serait un bel idéal qui a donné lieu à la renaissance d'un peuple jusque-là opprimé et menacé d'extermination. Et pour les autres, le terme sionisme en serait presque devenu une sorte d'insulte et serait l'incarnation, on pourrait dire, d'une méchanceté qui menace la paix dans le monde. Alors, il nous a semblé que ces positions extrêmes méritaient d'être discutées, d'autant plus que si elles sont tranchées, il nous semble que ceux qui les tiennent sont souvent peu informés. Alors, qu'est-ce donc que le sionisme? Est-ce que d'ailleurs on peut parler, est-ce qu'on en parle au singulier ou au pluriel? L'invité de notre divan dans le monde, Denis Charbit, qui est un politiste franco-israélien et enseignant à la Open University d'Israël, est bien placé, nous semble-t-il, pour répondre à toutes nos questions. Et son activité éditoriale témoigne de son engagement à faire comprendre ce terme de sionisme né il y a plus de 100 ans et qui a subi toutes les défigurations. Alors pour rappeler rapidement, Denis Charbit, votre actualité éditoriale, donc un peu ancienne, en 1998, vous publiez chez Albin Michel la traduction d'une anthologie des textes fondateurs du sionisme. En 2007, toujours chez Albin Michel, vous faisiez paraître cet ouvrage « Qu'est-ce que le sionisme ?» Et il y a quelques mois, vous publiez cette fois-ci au Cavalier Bleu « Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions ». Alors, bonjour, Denis Charbit. Bonjour à vous tous. Voilà, une première question, en fait, se réfère à ce livre que France vient de mentionner, Qu'est-ce que le sionisme, livre que nous recommandons à nos spectateurs de le lire, mais là, on souhaite vous lancer un défi de nous dire qu'est-ce que le sionisme en 5 minutes. On va essayer de le faire. Et ce livre, effectivement, peut constituer une bonne approche puisque je n'avais pas voulu écrire une énième histoire du sionisme qui ont été faits par des collègues brillants et qui ont effectivement dévoilé, décrit cette histoire du sionisme, étalée sur un peu plus d'un siècle. J'avais voulu, en tant que politiste, justement, avoir une approche, je dirais, synthétique et non pas diachronique, si je puis dire, et non pas. Donc, j'ai structuré ce livre et c'est ma définition du sionisme. C'est un mouvement politique qui peut être, comment dirais-je, conçu à partir de 5 volets ou de 5 objectifs. Un objectif territorial, il n'y a pas de sionisme sans la réclamation, la revendication d'une terre, d'un territoire dont les Juifs seraient les détenteurs légitimes. C'est un projet national, car il n'y a pas de sionisme sans l'affirmation que les Juifs peuvent être bien sûr une religion, peuvent être bien sûr une culture, une mémoire, mais ils sont également une nation. Et en tout cas, ils doivent se regrouper pour l'être à nouveau ou l'être pour la première fois, qu'importe, mais en tout cas, l'idée, c'est que les Juifs sont une nation. La troisième idée est une idée, je dirais, un projet politique et démocratique. On rassemble les Juifs sur un territoire, ils font nation et au 19 et 20e siècle, et pour encore beaucoup de siècles, me semble-t-il, la vocation, c'est de devenir un État, puisque c'est
ainsi que le principe d'autodétermination se réalise en général. Et donc, l'aboutissement de ce projet politique et démocratique, alors il y avait plusieurs formules, hein, autonomie, fédération, mais celle qui l'a emporté au final est effectivement la création donc d'un État-nation, d'un État souverain indépendant, l'État d'Israël, dans le but d'y construire voilà, une res publica, un espace public dont voilà, les Juifs seraient, alors peut-être pas exclusivement, mais dont ils seraient en tout cas l'élément majeur. Le quatrième projet, c'est le projet culturel et linguistique. Le sionisme va de fait, hein, de pair avec la réhébraïsation de la culture, c'est l'hébreu qui était langue liturgique, je dirais un peu à l'instar du latin, eh bien, va devenir une langue maternelle, une langue voilà, qui sera la première langue. Parce que bien sûr que dans l'histoire juive, l'hébreu a été acquis, l'hébreu a été appris par des élites, en l'occurrence, religieuses ou non, mais c'était toujours une langue secondaire, c'était la langue seconde, la langue qui venait après une langue maternelle apprise. Et bien là, l'hébreu devient la langue maternelle, celle dans laquelle, la première que nos enfants apprennent. Et puis le dernier projet qui est peut-être sans doute le plus significatif et le plus important, qui permettra de répondre à l'introduction que vous avez faite sur la manière dont on conçoit le sionisme, c'est la dimension que j'ai appelée humanitaire du sionisme, c'est-à-dire le sionisme est né dans un certain contexte historique, et ce contexte historique, c'est que globalement, la plupart des juifs se trouvaient dans des contrées, dans des pays qui n'étaient pas des États de droit. Et la vocation principale du sionisme a été d'ouvrir ses portes donc à travers l'État d'Israël, mais même avant la création de l'État d'Israël, à l'immigration juive, qui s'est adressée notamment à ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de quitter leur pays natal parce qu'ils y étaient poursuivis, pourchassés, intimidés. Et voilà, et c'est cette vocation. Voilà, et c'est là où, par rapport à cette introduction, le sionisme quels que soient ses avatars et quelles que soient les choses qu'on peut lui reprocher, il garde et il reste néanmoins ben voilà, ce foyer vers lequel se dirigent des juifs, soit parce qu'ils le souhaitent, ils veulent participer, c'est le cas de ma famille par exemple, hein, quand nous sommes venus en Israël en 1974, nous voulions participer de cette histoire-là, mais ça a été essentiellement cet appel-là, cette porte ouverte à tous les juifs du monde entier, ce sont principalement les juifs qui ont été persécutés, intimidés, qui ont entendu cet appel et qui sont devenus automatiquement donc des Israéliens en vertu de la fameuse loi du retour. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le sionisme. Je résume, un projet territorial, un projet national, un projet politique, un projet culturel et un projet humanitaire, c'est-à-dire de Israël apparaissant désormais, à partir de sa création, comme le lieu où on peut y trouver refuge. Alors justement, vous avez bien précisé que votre livre, vous aviez abordé la question du sionisme comme politiste et que vous ne vouliez pas refaire une histoire du sionisme, mais là finalement vous abordez un petit peu quand même la question de l'histoire et qui est quand même très importante en effet pour comprendre cette dimension humanitaire qui est... Alors peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot justement de Théodore Herzl, qui donc comment finalement, parce que ce que je trouvais très intéressant à propos de cet homme, c'est que si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai bien compris, il a commencé finalement par dire bah non, les Juifs sont fondus dans tout un tas de nations, et donc il ne lui paraissait pas possible de créer un État, enfin, ou préférable de ne pas créer un État juif. Et finalement, il y a quand même un événement fondamental qui se produit donc en France, patrie des droits de l'homme, qui va lui faire changer d'avis, qui est l'affaire Dreyfus. Tout à fait. Alors, je dirais, juste avant de répondre sur Théodore Herzl, vous savez, il y a deux grands types d'explications à l'émergence du sionisme. Il y a, comment dirais-je, pardonnez-moi, il y a l'idée, on va dire plutôt culturelle, moins politique, qui consiste à dire que, pour le dire d'une formule, le sionisme, c'est un messianisme sécularisé. C'est-à-dire, il y a toujours dans l'histoire juive, dans sa longue durée, l'idée que
après la conquête romaine et après le fait que les Juifs se soient, pour ainsi dire, évaporés, même s'il en est toujours resté une poignée en terre d'Israël, mais ils se sont voilà, dispersés. Mais cette dispersion a été toujours accompagnée d'une foi messianique, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, un jour, Dieu ramènera le peuple sur cette terre. Et le sionisme serait en quelque sorte un sionisme sécularisé. Pourquoi je dis sécularisé? Parce que c'est un sionisme qui dit on n'attend pas que Dieu nous l'ordonne, on le fait déjà nous-mêmes. Voilà. Donc, on va dire un messianisme un peu pressé, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'orthodoxie religieuse, c'est très longtemps, et encore même encore aujourd'hui, opposée au sionisme, précisément parce qu'on anticipe la fin. Et l'anticipation de la fin est dans les textes talmudiques quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Donc, en ce sens, les sionismes ont été un peu hérétiques, puisqu'ils ont dit, nous, on n'attend pas. Mais là, vous voyez bien que dans ce type d'explication, c'est bien l'aboutissement de quelques, voilà, la réitération le soir de la Pâque juive l'an prochain à Jérusalem, ben, c'est comme si les sionistes étaient les premiers à dire ben, l'an prochain, c'est vraiment l'an prochain et pas à la fin des temps. Voilà. Et là, on voit bien que le sionisme peut s'expliquer par toute une continuité de fidélité, d'attachement à la terre d'Israël et l'idée que voilà, il faut le faire maintenant. Et là, ça rejoint, si j'ose dire, ou c'est complémentaire, pour moi ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire de la deuxième explication, celle qui consiste à dire, et là, c'est l'historien et le politiste qui parlent, oui, très bien, messianisme sécularisé, mais pourquoi à la fin du 19e siècle pourquoi, par exemple, après l'Inquisition, expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, pourquoi il n'y a pas un mouvement sioniste qui dise, voilà, ils vont jusqu'en Turquie, ils passent près de la terre promise, mais ils ne s'y arrêtent pas. Enfin, quelques-uns s'y arrêtent quand même. Il y a un renouveau après 1492, mais certains vont encore un peu plus loin vers la Turquie d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est bien là où le contexte historique a de l'importance. Et là, je dirais qu'il y a une double importance. C'est à la fois les Lumières et le romantisme. Et il faut les deux dans le cadre du sionisme. Les Lumières, pourquoi? Les Lumières parce que la notion de progrès, la notion de changement est capitale dans les Lumières. Et je dirais que pour qu'il y ait sionisme, il faut accepter l'idée que changer sa condition, c'est quelque chose de souhaitable. Ça, c'est la première chose. Le deuxième événement important, je vais le citer, c'est celui de, avant même l'affaire Dreyfus, c'est l'émancipation des Juifs. Puisque c'est l'émancipation des Juifs qui non seulement accorde aux Juifs tous les droits dont ils avaient été privés, fin des discriminations, fin des exclusions, mais l'émancipation, c'est surtout l'idée, et ça c'est assez révolutionnaire pour le coup, l'idée qui consiste à dire les Juifs ne sont pas une minorité au sein d'une majorité ethno-confessionnelle. Non, non, les Juifs font partie de la nation française. Et ils font partie de chacune des nations qui voudra bien lui accorder l'émancipation. Voilà seulement, et c'est là où l'importance de l'affaire Dreyfus et d'un autre événement que je vais raconter tout de suite, fin du 19e siècle, déjà une grande partie des pays d'Europe ont accordé l'émancipation à leurs juifs, sauf la Russie, et c'est très important parce que c'est quand même en Russie qu'il y a 2 tiers du peuple juif à cette époque-là. Et donc c'est pour ça que je dis peuple dispersé, mais globalement, il est quand même bien concentré sur une grande partie voilà, qui va de la Lituanie jusqu'à la mer Noire, la zone de résidence comme on l'appelait. Et là, je dirais que ce qui se passe, on est dans la période post-émancipation. On ne doute pas des bonnes intentions des acteurs de l'émancipation, si ce n'est qu'on se rend compte qu'elle suscite des réactions hostiles. Et notamment, l'intégration des Juifs dans la société réveille des passions. Il y a le discours de la race qui va prendre de l'importance. Et ce dont Herzl va se rendre compte, c'est que finalement, l'émancipation comme telle, c'est formidable, si ce n'est qu'elle suscite des réactions hostiles. Et les deux événements, parce qu'on cite toujours l'affaire Dreyfus, c'est normal, surtout quand on raconte cette histoire en français, et c'est vrai qu'au final, c'est pas pour sous-estimer l'importance de l'événement, il revient ému par, non pas la dégradation de Dreyfus, à ce moment-là, même Herzl pense qu'il est peut-être effectivement un espion. Dans son journal, il écrit je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Voilà, il se dit c'est pas possible. C'est la France qui a donné l'émancipation et il espionne au service de l'Allemagne.
Ce qui le choque, c'est les foules près de l'école militaire qui crient mort aux juifs, pas au singulier, mais au pluriel, c'est-à-dire finalement, même dans la patrie des droits de l'homme, on n'a rien appris. Et le deuxième événement, qui est un peu plus tardif, hein, mais qui est aussi extrêmement important, toujours dans ces années 1894-1895, pour la première fois, l'empereur François-Joseph, on est dans l'Empire austro-hongrois, Herzl est né en Hongrie, mais il va vivre à Vienne, accepte, cède à la pression démocratique et concède l'idée d'organiser des élections municipales à Vienne. Et qui remporte les élections? Karl Lueger, qui est le président d'un parti social-chrétien dont le programme est purement, clairement, ouvertement antisémite. Et Herzl se pose à ce moment-là une question qui est profonde en disant, bien sûr que je sais que dans les États autoritaires, le tsar, les juifs n'ont pas droit à la liberté, mais regardez, dans les pays d'état de droit, qu'est-ce qu'on fait du suffrage universel? Eh bien, ça peut servir des positions, enfin des attitudes ou des leaders qui sont antisémites. Voilà. Et c'est la conjonction des deux, l'élection de Karl Lueger à la mairie de Vienne et l'affaire Dreyfus à Paris, qui effectivement oriente détermine Herzl à cesser de penser que l'émancipation, il ne revient pas sur la justesse de la cause, mais sur le fait que ses effets ne sont pas à la hauteur des intentions. Et à ce moment-là, il se convertit en quelque sorte à l'idée. Et là, j'ai parlé des Lumières, je n'ai pas parlé du romantisme. Le romantisme culturel, c'est l'ère des nationalités. Hein. Tout le 19e siècle, c'est la Grèce, c'est la Belgique, c'est la Pologne, c'est la Hongrie, la Roumanie. Enfin, toutes les nations se réveillent. Eh bien, notamment en Europe centrale et en Europe orientale, les Juifs se disent, mais finalement, si ce modèle-là de l'État-nation, c'est ça que veulent les nations, peut-être qu'on doit le faire nous aussi. Et d'une certaine manière, on dit souvent que le sionisme est la dernière question nationale arrivée en Europe, après que tous les autres mouvements aient en quelque sorte déjà fait ce pas-là, qui va conduire, après la Première Guerre mondiale pour l'Europe, à l'indépendance de plusieurs États-nations sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. De la même manière, vous voyez, là où je reviens à ma carte d'identité de politiste, c'est que, ben voilà, c'est bien quand les empires s'effondrent, l'Empire austro-hongrois en Europe et l'Empire ottoman au Moyen-Orient, que tous ces nationalismes-là vont émerger et je dirais que voilà le sionisme a mis le pas dans la porte. Voilà, il a pu Alors, lui aussi s'intégrer au moment où c'était nécessaire. Alors, Denis, vous décrivez dans votre livre très bien les débats qu'il y a eu avant la création de l'État d'Israël, déjà dès le début, déjà entre Herzl et lui-même, il y avait une question où est-ce que ce pays doit être constitué, créé? Est-ce que ça serait à Sion, qui est présent dans le terme sionisme, ou est-ce que ça serait en Ouganda ou en Argentine ou ailleurs? Finalement, ça s'est fait en Israël. Enfin, ça s'est fait sur cette terre-là qui était, que certains appellent Palestine, enfin, avec tout le débat qu'il y a autour de ça. On peut penser que, enfin, c'est une idée courante, que les Juifs ont volé la terre à la population palestinienne qui est devenue palestinienne par après, et qui étaient les autochtones de l'époque. En même temps, vous montrez que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire développer quelques mots là-dessus? Bien sûr. Alors, sur la question du territoire, effectivement, dans ce chapitre sur le territoire, j'expose tous les débats de l'origine jusqu'à nos jours. Hein. La question du territoire n'est pas réglée. C'est ce que je dis d'ailleurs un petit peu dans ce livre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit territoire, nation, État, culture et projet humanitaire, mais ça ne veut pas dire que ça y est, il n'y a plus de débat. Parce que le territoire, quelle dimension? La nation, quel type de nation? Nation religieuse, nation laïque? La culture, est-ce que ça doit être la reproduction de la tradition ou bien une culture qui se crée sui generis, etc. Donc, il faut bien comprendre que même si le sionisme pose quelques principes fondamentaux, c'est pas pour clore le débat, mais je dirais que c'est pour l'ouvrir. La question, par exemple, de la place du judaïsme dans l'État, le sionisme ne dit rien. C'est les sionismes, hein, effectivement,
mon premier ouvrage, cette anthologie que vous avez mentionnée, Gilles, porte un S, et ça a été un peu ma contribution à dire il n'y a pas un sionisme, mais il y a un tronc. Ce tronc-là, je l'expose dans Qu'est-ce que le sionisme, mais il y a des sionismes qui vont se poser ces différentes questions. Alors, sur la question du territoire, ben oui, euh, le point commun de tous les sionismes, c'est qu'il faut un territoire. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois une précision très claire, hein, si ça s'appelle sionisme, c'est bien une référence à une géographie, à Sion, c'est pas une référence au peuple qu'il y a dans ce terme-là, mais il faut travailler pratiquement, il faut que cette terre soit disponible, et donc il y reste quand même dans ce sionisme originel hein, une sorte d'indétermination, c'est-à-dire que finalement, oui, Sion, mais si Sion n'est pas disponible, on peut envisager d'autres territoires. Et il va y avoir pendant, on va dire, une dizaine d'années environ, pas plus, hein, un débat qui d'ailleurs ne va pas venir des sionistes eux-mêmes, mais d'une proposition britannique qui est justement, après le pogrom de Kishinev, hein, tout ça s'inscrit dans l'histoire, les Britanniques redoutent une migration juive vers Londres et se disent, bah, tiens, si on leur proposait un territoire en Afrique, alors ça s'appelle Ouganda, mais c'est resté comme ça dans l'histoire, mais en fait ça correspond plutôt au Kenya actuel, et Herzl, son mouvement existe depuis 1897, il a à peine 6 ans d'existence, et on lui offre en quelque sorte la moitié de son programme, rassembler les Juifs sur une terre, mais effectivement pas en terre d'Israël. Et donc lui, il y est favorable, il est favorable en tout cas à ce qu'on explore cette piste-là. Il se trouve qu'un an plus tard, il va disparaître en 1904, et je dirais le paradoxe, c'est que la majorité des représentants russes, c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient pas de l'émancipation, la plupart disent non, 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 il vaut mieux Sion sans sionisme qu'un sionisme sans Sion. C'est-à-dire que c'est eux, en quelque sorte, qui au départ sont minoritaires, mais finalement, ils finissent par l'emporter, qui disent, qui décrètent, qui déterminent, qui disent non, non, non. Bien sûr que le sionisme veut un territoire, mais pas n'importe quel territoire. Il faut que ce soit en terre d'Israël. Et là où, comme je vous disais tout à l'heure, la question n'est pas close, puisqu'on voit bien en Israël, hein, les Israéliens et notamment les Juifs en Israël, sont divisés sur les dimensions de ce territoire. Est-ce qu'il faut que ça inclue la Judée, la Samarie, ou non? Est-ce qu'il faut que ça inclue maintenant Gaza, maintenant qu'on y est de nouveau, etc. Là, vous avez un partage entre ceux qui disent non, non, l'essentiel, c'est que ce territoire soit bien fasse partie de la Judée et d'Israël d'antan, mais si pour être en paix et si pour mettre fin à ce conflit, il faut renoncer à une partie de ce territoire, certains disent pas question, il n'y a pas d'État d'Israël sans la Judée et la Samarie. Et puis il y a ceux plus pragmatiques, sans aucun doute, qui disent non, 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 si on peut garantir notre sécurité sans maintenir notre présence en Judée et en Samarie, pourquoi pas, l'essentiel étant voilà, d'être plutôt attentif à la prospérité de la population que je dirais, à la suprématie de la terre sur laquelle tout le projet n'aurait pas de sens si nous ne l'occupions pas définitivement et ad vitam aeternam. Alors justement, pour rebondir sur ta question, Gilles, on a eu l'occasion de l'aborder, ce slogan qu'on entend en permanence, à savoir que les Juifs seraient un peuple sans terre pour une terre sans peuple, alors c'est un slogan qui est très ancien et qui n'a pas été du tout dit pour la première fois, si j'ai bien compris, par un sioniste. Enfin, en tout cas, ça aurait été un lord anglais, si j'ai bien compris, Lord Shaftesbury, qui l'a écrit dans le Times. Et justement, ça rebondit un peu sur l'idée que, effectivement, était-ce une terre sans peuple? Et justement, toute la difficulté, on va dire, aujourd'hui, explosive, évidemment, de cette contrée du monde. C'est vrai. Alors, ce terme, effectivement, c'est Lord Shaftesbury qui l'emploie, qui est ce qu'on appelle un sioniste chrétien, donc des chrétiens qui étaient favorables au sionisme. Mais en 1840 quelque chose, bien avant Herzl. Oui.
bien avant que le mentionnisme se constitue. Elle va être reprise, hein, il ne faut pas nier la chose, elle va être reprise par Israël Zangwill. Israël Zangwill, qui est un écrivain qui vient d'Europe orientale, mais qui vit à Londres, va devenir un auteur qui écrit en anglais les comédies du ghetto, les tragédies du ghetto, donc un auteur très, très, très connu, et qui va la reprendre à son compte pour le mentionnisme. Alors, le paradoxe, c'est que ce Zangwill était lui-même territorialiste, c'est-à-dire que lui, il a soutenu l'Ouganda, même quand le mentionniste l'a abandonné, lui, il y est resté. Alors, voilà. Quel a été le sort de cette phrase-là? Alors, il faut d'abord bien comprendre. Elle a séduit parce que, voilà, elle est conçue selon ce qu'on appelle en rhétorique un chiasme, hein, donc c'est l'inversion des termes, hein, peuple sans terre pour une terre sans peuple, il y a quelque chose comme ça qui dit l'essentiel, mais il faut bien comprendre que au sein du mouvement sioniste, ce qui a surtout été retenu, c'est l'idée que nous sommes un peuple sans terre, c'est-à-dire sans la maîtrise d'une terre. Et donc, c'était dans ce slogan-là, il faut bien d'abord mettre l'accent sur la première partie du slogan, la première partie du Kiev, c'est-à-dire l'injustice. C'est quoi? C'est que nous soyons un peuple et constitué depuis longtemps, et nous n'avons pas la maîtrise d'une terre. Et c'est cet objectif-là que le sionisme entend réaliser. Alors maintenant, passons à la seconde partie. Et moi, je dirais deux choses. D'abord, il n'y a pas écrit terre sans personne. Terre sans peuple, c'est pas terre vierge, c'est pas terre nullus, voilà. C'est terre sans peuple. Alors là, il faut être très clair. Et il faut, quelles que soient les polémiques et les passions autour de cette phrase-là, lorsqu'elle est adoptée, fin 19e siècle, début du 20e siècle, d'abord, elle n'a pas elle n'est pas le leitmotiv du mentionniste, hein, c'est pas l'hymne national, hein, c'est une phrase parmi d'autres qui retient l'attention à cause de sa structure en forme de chiasme. Mais quand on l'évoque fin du 19e siècle, début du 20e siècle, encore une fois, c'est Zangwill, euh, désolé, personne ne peut prétendre à ce moment-là qu'il existe un peuple palestinien. Il n'y a pas encore un seul organisme qui revendique pour les autochtones une indépendance. Pourquoi? Ben, d'abord, très simplement, parce que ça fait 5 siècles que la population autochtone vit sous l'empire de l'Empire ottoman, hein, dont la légitimité est religieuse. On est encore dans une période où, dans cette région-là, on se définit non pas à travers une langue et une nation, mais à travers une religion. Si l'Empire ottoman n'est pas chassé pendant 5 siècles, c'est qu'on le considère comme légitime puisque le sultan ottoman est le chef de l'islam. Il est le commandeur des croyants. Ça, c'est le premier point. Le dont il faut tenir compte. Au début du XXe siècle, on n'est pas dans Gaza d'aujourd'hui ou la Judée-Samarie d'aujourd'hui avec 2,3 millions ici, 2,5 millions là-bas, etc. Il y a en tout et pour tout, dans ce qui serait dans une Palestine qui n'est pas encore définie politiquement. Il n'y a pas encore de frontières à ce moment-là. Ça reste toujours l'Empire ottoman. Il y a des distinctions administratives, les vilayettes, les pachaliks, etc. Mais il n'y a pas de frontières encore. La Palestine n'a pas encore été territorialisée, mais dans ce qui correspond aujourd'hui à l'État d'Israël d'aujourd'hui avec les territoires de Gaza et de Cisjordanie, on est à ce moment-là avec environ 1,5 million de personnes. Le premier recensement qui se fait en 1922, et là on a un chiffre de 700 000, d'ailleurs qu'on distribue selon des catégories religieuses. Combien de chrétiens, combien de musulmans? On en est à 700 000. Ces 700 000 personnes-là ne se définissent pas encore comme une nation. La première fois qu'ils vont le faire, et ça, l'histoire aussi est importante. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'usage de ce slogan peut être, oui, problématique à partir après 1920. Une fois qu'on a découpé le territoire, une fois qu'on a dit, voilà, ça c'est le Liban, ça c'est la zone syrienne, ça c'est la zone irakienne, ça c'est la zone du Hejaz, qui va devenir l'Arabie saoudite, et puis il y a cette zone de la Palestine, qu'ensuite on va appeler Palestine et Transjordanie, et à ce moment-là, pour la première fois, vous avez un découpage territorial dans lequel il y a des autochtones arabes, musulmans et chrétiens, et qui disent, pas du tout, cette terre-là que les Britanniques, sur laquelle les Britanniques exercent un mandat et dont la finalité est de soutenir
d'encourager la création d'un foyer national juif, ça, nous nous y opposons. Parce que de la même manière qu'il y a une entité arabe au Liban, une entité arabe en Syrie, une entité arabe en Irak, vouée à devenir indépendant, eh bien nous en Palestine, nous sommes une entité arabe qui avons vocation de devenir une Palestine. Mais ça, c'est à partir de 1920, c'est pas avant. Et donc cette phrase, je trouve qu'il est problématique de la saisir au moment où elle a été dite et de l'appliquer ensuite. Alors, que la prise de conscience, je réponds à ta question, Guy, à laquelle je n'avais pas répondu tout à l'heure, que la prise de conscience, voilà, quand en 1920, ce sont les premières émeutes, ces premières émeutes pour dire non, la Palestine que dirigent les Britanniques doit avoir une autre vocation, celle de favoriser l'élément majoritaire. 700 000, ça reste encore une majorité de près de 90%. Il y a peut-être environ 70 000 juifs à cela. C'est ce qui me fait penser que j'entends bien l'opposition à ce moment-là des Arabes de Palestine au sort politique, bien qu'on ne parle pas d'État, hein, on ne dit pas État d'Israël, on dit foyer national. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Juifs, à ce moment-là, se disent deux choses, trois choses. Les premiers, Max Nordau, d'ailleurs, le bras droit d'Herzl, le dit, il dit, oulala, on va vers une catastrophe, ça va mal se passer. Et vous avez certains sionistes qui quittent la Palestine en disant, ça va mal tourner. Notamment, c'est intéressant, c'est Hans Kohn, qui est sioniste à l'époque, qui va aller aux États-Unis et qui va être le grand professeur de sciences politiques sur la question des nationalités, faisant la distinction entre nationalité ethnique et civile. Mais c'est une poignée. Vous allez avoir une majorité qui va dire allez, ça va s'arranger, ça va se régler, la conscience prolétarienne, arabe et juive vont faire que tout ça va bien évoluer, etc. Il y a une sorte d'optimisme, alors avec un peu d'aveuglement peut-être, mais je dirais un aveuglement pas par négation de la question, en se disant, mais allez, non, non, on va pas, ça va bien, ça va tourner bien. Et puis vous avez une petite fraction eux, les premiers, hein, les plus nationalistes d'ailleurs, disent non, non, l'opposition arabe, des Arabes de Palestine à un foyer national juif et plus tard à un État juif, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Il y aura un vrai conflit et on va vers une confrontation. Et il faut s'y préparer. Voilà en gros, mais c'est-à-dire que il ne faut pas penser une seconde que de 1920 à 1947, on a ignoré la question palestinienne. On a ignoré la question arabe, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Mais attention, pour bien montrer comme les choses évoluent, il y a une dynamique tout à fait respectable. La grande organisation nationaliste palestinienne, elle ne s'appelle pas une organisation palestinienne, elle s'appelle le Haut Comité arabe. Parce que on passe d'une identité qui a été essentiellement religieuse à une identité nationale. Mais à ce moment-là, cette idée nationale, elle est panarabe. Okay, et on se dit qu'un jour ou l'autre, on va pouvoir abattre tout cela. Il n'y est pas arrivé. Et c'est après que, effectivement, les Arabes de Palestine vont construire leur palestinité. Mais attention, c'est pas un artifice. Il n'est pas moins artificiel que les Arabes d'Irak ou les Arabes du Liban ou les Arabes de Syrie qui vont construire leur libanité, leur syrianité. Et c'est tout à fait normal. Je ne vois rien là de répréhensible. Et donc, voilà, les Arabes de Palestine vont construire peu à peu leur identité nationale dans une sorte d'affrontement et de choc avec l'identité nationale juive. Alors, la question du vol, jusqu'en 1947, et d'ailleurs, les organisations BDS, etc., se servent souvent de cet argument, très contradictoire. D'un côté, ils vous disent, ils ont volé la terre et ils ont été des colonisateurs. Mais d'un autre côté, dans leur matériel de propagande, d'information, ils disent, en 1947, les institutions juives sionistes qui ont foncières, hein, qui ont vocation d'acheter des terres, n'ont réussi en tout et pour tout qu'à acquérir 8% de la terre. Alors, et là, j'ai envie de dire, ben, alors, attendez, décidez-vous. Si on a acquis 8% de la terre, encore une fois, de la Palestine d'aujourd'hui, si on a acquis seul, enfin, si l'organisme foncier, le Keren Kayemet l'Israël, n'a acquis que 8% jusqu'en 1947, où est la colonisation? Où est le projet comment dire, ça veut bien dire qu'on n'a pas volé, ça veut bien dire qu'on n'a pas chassé les personnes,
puisqu'on a considéré que le seul moyen d'acquérir la terre d'Israël, ben, c'est en trouvant des propriétaires. Alors, c'était soit des propriétaires latifundis, c'est-à-dire des gens qui n'habitaient pas la Palestine même, qui étaient de riches propriétaires de Beyrouth ou de Damas, ou bien c'était souvent, ça on le dit moins, c'est l'Église. Ce sont les églises, les grands propriétaires, je dirais au cadastre, inscrits au cadastre, ce sont eux à Jérusalem, ce sont eux qui ont les grandes propriétés. Il y a l'Église russe, par exemple, hein, après 1917. Ça y est, c'est l'Union soviétique, elle ne peut plus compter sur les pèlerinages, elle n'a plus de ressources. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend à l'institution, au KKL, elle vend un quartier, enfin tout un ensemble de terres dont elle dispose, où il n'y a rien, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Voilà. Donc, si c'est 8%, c'est donc bien que la présence juive en Palestine, c'est pas faite, comment dirais-je, dans un vol ou dans un rapt de propriété de qui que ce soit. En revanche, et ça c'est très clair, après, une fois le plan de partage refusé par les Palestiniens, une fois la guerre d'indépendance établie, évidemment qu'Israël, d'une part, étend son territoire, ce qu'on va lui reconnaître comme légitime, puisqu'elle a été agressée, et c'est vrai, et ça je le dis avec la franchise que vous me connaissez, c'est vrai qu'en 1951 ou 50, il faudrait que je revoie, il y a la fameuse loi votée à la Knesset qui s'appelle la loi sur les propriétés des absents, c'est-à-dire qu'Israël considère que quand la personne qui était propriétaire ne se trouve plus en Israël, puisqu'il y a eu le départ et l'expulsion des 750 000 Palestiniens environ, eh bien, leur propriété devient propriété de l'État. Il va de soi que dans le cadre d'une négociation qui mettrait une fin souhaitable au conflit israélo-palestinien, cette question-là sera traitée. Qu'est-ce qu'on fait des propriétés sur lesquelles que vous avez acquises au détriment? Mais aux dernières précisions, quand je dis ils ont acquis 8% jusqu'en 1947, attention parce que là je vois l'erreur insidieuse. On pourrait croire à ce moment-là que 92% du reste des terres est détenu par des Palestiniens. Pas du tout. C'est pas le cas. Le Negev, il y a pas de propriété sur le Negev. Or, le Negev, c'est 2 tiers du territoire israélien du plan de partition. Donc, vous voyez, ça demande beaucoup plus de nuances, de complexité et éviter effectivement ces extrêmes qui consistent à ne retenir qu'un seul aspect de la question et à ne pas mettre, et ce que je regrette, et parmi mes collègues, et je dirais de manière générale dans le débat politique, c'est que voilà, on se déclare ou pro-palestinien ou pro-israélien, et en général, on vous livre qu'une histoire que j'appelle moi une histoire hémiplégique. Tout ce qui ne conforte pas le récit, on l'enlève, tout ce qui conforte le récit, on le garde. Et Denis a encore donc une question qui découle de ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de la polarisation des positions politiques et des opinions. Qu'est-ce que vous pensez de cette équivalence qui se fait entre l'antisionisme et l'antisémitisme? Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est un chapitre que j'ai longuement traité dans Oui. cette dernière édition d'Israël et ses paradoxes. Là aussi, vous savez, moi, j'ai toujours, lié sans doute à ma personnalité, mais j'ai toujours l'idée que la vérité se trouve rarement du côté des extrêmes. Et donc, de la même manière que je ne dis pas d'une manière comme ça, brutale, antisionisme, c'est le nouvel habit de l'antisémitisme, point barre. Ça me paraît trop, comment dirais-je, trop abrupt. Mais quand bien même je rejette comme telle cette idée-là, mais attention, je dis clairement, il n'est pas concevable qu'un antisioniste ne se pose pas clairement, lucidement, procède à un réel examen de conscience pour se demander, lui, si cet antisionisme-là, son antisionisme, ne procède pas d'un antisémitisme. C'est-à-dire que autant j'estime par esprit de nuance qu'on ne peut pas déterminer l'un égal l'autre, là, en revanche, je pense qu'aucun antisioniste, c'est-à-dire aucune personne qui considère que l'État... Alors voilà, là il faut peut-être commencer par le commencement. Il faut bien comprendre, hein, et ça, je peux vous le dire, je le fais systématiquement. Quand quelqu'un me déclare qu'il est antisioniste,
avant de lui dire. Hein, je dis toujours, dire que antisionisme et antisémitisme, ça doit être, comme on dit en anglais, arm of last resort, l'arme du dernier recours. C'est-à-dire, à la fin, oui, peut-être, il est antisémite. Mais la première question qu'il faut poser, et j'exhorte tous mes amis, tous ceux qui s'émeuvent de cet antisionisme, de poser la question. Je l'ai fait encore récemment devant une communauté quaker au Vermont où je me trouve actuellement pour 2 jours encore. Elle me dit, je suis antisioniste. Je l'arrête et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire être antisioniste? Vous savez qu'est-ce qu'elle me répond? Je déteste Netanyahou. Oui, alors exactement. Et la pauvre. C'est-à-dire que, je le dis, j'exhorte tous ceux qui s'émeuvent de l'antisémitisme, posez la question. On va vous dire, la colonisation de la Cisjordanie, voilà pourquoi je suis antisioniste. Mais moi, je suis contre la colonisation de la Jordanie du début jusqu'à la fin, et pour autant, je ne suis pas antisioniste. C'est-à-dire que, en fait, les gens mettent n'importe quoi. C'est une auberge esprit. C'est très précieux ce que vous dites là, parce qu'en effet, ce qu'on peut regretter, me semble-t-il, c'est la pauvreté du débat intellectuel autour de la question du sionisme. Et que quand effectivement, je trouve très précieux et généreux de votre part que vous dépliez ça pour nous et que vous disiez effectivement que vous interrogiez la personne qui se déclare antisioniste. Parce que qu'est-ce que c'est que le sionisme? Elle en a en réalité pas la moindre idée. Et en effet, et quand on pense au gouvernement, parce que Netanyahou, enfin, et l'alliance qu'il a pu faire avec des ultra-religieux, etc., on oublie d'ailleurs les origines du sionisme. Vous avez parlé brièvement de territorialisme, en effet, et Herzl, il n'avait pas cette idée, c'était au départ c'était un projet laïque, ça n'était pas associé. Et voilà, et ça, aujourd'hui, on l'ignore. Et donc, c'est effectivement une pédagogie qu'il y a à faire, voilà, et à laquelle vous consacrez, bien sûr, du fait de votre... J'ajouterai un autre point sur cette question du rapport entre antisionisme et antisémitisme. Oui. Et pourquoi, de la même manière que j'exhorte mes amis et collègues à dire poser la question avant de lui tomber dessus, parce qu'il faut bien comprendre. Dire de quelqu'un qu'il est antisémite, c'est l'insulte ultime. Je veux dire, toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, hein, entre, il y a un demi-siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, les gens n'avaient pas peur d'afficher leur antisémitisme. Ils le déclaraient ouvertement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, certainement en Europe. On va dire non, non, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Mais ce que je dirais quand même. D'ailleurs, Denis, sionisme aussi est devenu une injure. Être sioniste aussi, en revanche, est devenu... Tout à fait. Ah oui. Ah, tout à fait. Non, c'est devenu une insulte. Les gens, ils mettent apartheid, fascisme, machin, etc. Une incompréhension totale et en tout cas un volontaire amalgame entre l'idée elle-même et l'avatar politique actuel. Mais reste la question, Denis, de qu'est-ce que c'est l'antisionisme? Si ce n'est pas un antisémitisme, puisque on voit bien qu'il y a un amalgame entre la politique d'Israël, quand votre collègue dit c'est Netanyahou. Je déteste Netanyahou, c'est-à-dire c'est un amalgame entre le sionisme et l'État actuel, la politique actuelle, ou le gouvernement actuel. Plus de 50% des Israéliens détestent Netanyahou, d'ailleurs. Au plus, voilà, c'est ce que... Oui. Et donc, le mal qu'a fait la droite israélienne de manière générale, je ne veux pas simplement incriminer Netanyahou, lui il en est en quelque sorte l'incarnation, c'est qu'ils ont réussi, et parfois même en Israël, mais surtout à l'étranger, à faire que du sionisme, il ne reste plus que ce volet ultranationaliste. Attention, c'est Amos Oz qui disait le sioniste, un nom de famille, et après il y a des prénoms différents. Le projet ultranationaliste du sionisme, c'est une partie du sionisme, elle existe, je ne la nie pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des sionistes avec lesquels avec lesquels je partage peut-être peu de choses, si ce n'est que je suis favorable à l'existence et au maintien de l'État d'Israël, mais tout ce qui concerne le projet théocratique, tout ce qui comporte le projet colonisateur pour lequel en Cisjordanie,
c'est une famille, ça fait partie de la famille du sionisme, je ne peux pas le nier, mais c'est comme si on disait que la France est réductible au projet le plus ultranationaliste qui existe en France. Non. Alors, on va me dire, oui, mais actuellement, il est au pouvoir. C'est vrai, c'est tout notre malheur pour le coup, mais ce que je voudrais également dire à propos de l'antisionisme, c'est que c'est quoi l'antisionisme? Et moi, j'essaye d'en donner une définition la plus stricte possible, la plus étroite possible. C'est ceux qui contestent la légitimité de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils disent, cet État, certes, il existe, il ne devrait pas exister, on devrait lui mettre un point final. Et j'ajoute également, pour montrer à quel point je cherche la nuance, certains vont me dire, mais attendez, si je préconise pour Israël un État binational, dans lequel juifs et arabes, dans un État qui serait laïque, dans lequel il y aurait une sorte de confédération entre Israéliens et Palestiniens, est-ce que c'est être antisioniste? Et là, j'ai la nuance, enfin, ma nuance, ma quête de la nuance consiste à dire, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que si, et c'est la nuance que je fais, si c'est une recommandation, alors je veux bien entendre cet objectif d'un État binational comme quelque chose qui ne serait pas antisémite, qui est antisioniste, puisqu'on mettrait fin à l'État d'Israël, mais ce ne serait pas antisémite. En revanche, si c'est une injonction, si c'est l'État binational ou rien, là, à ce moment-là, je considère qu'il y a une convergence entre antisionisme et antisémitisme. C'est-à-dire, j'ai le droit de me recommander, comme on avait le droit de recommander aux Britanniques de ne pas voter le Brexit. Mais on n'a pas dit, sous prétexte qu'ils se sont retirés de l'Union européenne, que la Grande-Bretagne n'a plus le droit à exister. Et donc, comment dirais-je, cet acharnement sur l'idée que l'État d'Israël devrait disparaître, j'ai envie de dire, laissez-nous, Israéliens et Palestiniens, trouver les moyens de modifier les structures, d'équilibrer les autorités, etc. Mais ne nous imposez pas une solution de ce type. Quiconque me dit c'est l'État binational ou rien, je le soupçonne finalement de ne pas être d'être de mauvaise foi. J'ajouterai encore peut-être deux points. Le premier, c'est que pourquoi je dis qu'un antisioniste doit se poser la question de son rapport à l'antisémitisme? Pour une raison très simple. C'est que vous avez sur 9 millions de juifs en Israël, allez, on va dire 8 millions sont sionistes. Okay, en diaspora, sur les 7 millions de juifs qu'il y a dans le monde entier, allez, on va dire qu'il y en a 5 millions qui se déclarent sionistes. Donc, il faut bien comprendre que être antisioniste, c'est être contre environ 80 à 90% des juifs. Donc, si on ne se pose pas la question de l'antisémitisme, il y a un problème. On s'oppose quand même à ce que des juifs, qu'ils vivent en diaspora ou qu'ils soient en Israël, estiment être comme une revendication légitime. Et ça me paraît essentiel que les personnes le comprennent. Denis, une dernière question, à moins Non, une dernière question, et il faudra essayer d'être court parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Mais le projet sioniste, au départ, entre autres, visait à créer, à faire une nation qui serait une nation normale, une nation comme les autres. Ça ne semble pas marcher. Alors, qu'est-ce qui fait que l'État juif n'arrive pas à être un État comme les autres? À votre avis, nous avons un collègue qui a écrit un livre qui s'appelle Notre objet A, c'est François Regnault. Il fait une lecture lacanienne de la question. Et il peut nous donner lacaniennement, disons, une certaine idée de ce qui fait que le juif reste toujours... ne rentre pas dans cette normalité. Mais votre avis à vous, ça serait quoi? Alors, si vous avez un avis là-dessus. Oui, j'ai un avis là-dessus. D'abord, j'aimerais lire cet article-là, ça m'intéresse. Donc, vous me l'enverrez volontiers. Il y a deux choses qui peuvent expliquer pourquoi cet objectif de la normalité n'a pas été réalisé. Alors, outre ceux qui, dès le départ, n'estimaient pas, même étant sionistes, que le sionisme avait vocation de normaliser la condition juive.
En gros, il y a quand même un aspect qui reste tout à fait réalisé, c'est celui que nous sommes un État. Voilà, nous sommes une nation. Euh, dans une décennie ou deux, la majorité des Juifs dans le monde vivront en Israël. De ce point de vue-là, oui, nous aurons réussi ce projet-là de faire que la nation se rassemble dans ce même territoire. Mais je dirais qu'il y a deux obstacles. Le premier, c'est le conflit. Incontestablement, le conflit israélo-palestinien trouble, empêche et comment dirais-je, voilà, gêne, a constitué, il a empêché en quelque sorte, où il impose un sérieux obstacle à cette quête de normalité du peuple juif. Mais je dirais qu'il y a, et ça il faut bien le comprendre, il y a aussi il y a quelque chose qui est intérieur. Et c'est bien entendu le fait que, je dirais, la polysémie du terme juif. Juif, nation juive, mais juif, religion juive. Et je vais dire pourquoi ça pose un problème, parce que vous avez là, dès le départ, on ne va pas pouvoir en faire l'histoire aujourd'hui, mais des contradictions entre qui est juif pour une nation juive et qui ne l'est pas en vertu de la halakha, en vertu du droit canon juif. Mais il y a un deuxième obstacle, et ça, il faut bien le comprendre, et c'est là-dessus que je réfléchis beaucoup en ce moment. C'est que même si on prend toutes les autres nations, même si au départ elles ont un élément ethnique assez prononcé, les Italiens, les Allemands, par la langue, par le territoire, par la culture, etc. Mais on voit bien, en Europe notamment, que à un moment, l'identité ethnique a reculé au profit d'une identité civique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de Somalie peut devenir demain italien. Pourquoi? Parce qu'il aura appris l'italien et s'intégrera dans la société italienne tout en étant ce qu'il est. Ça, ce n'est pas possible dans la structure actuelle du peuple juif, puisque ne peut être juif que quelqu'un qui a un rapport, même lâche, mais un rapport avec la judéité. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu, on ne peut pas connaître en fait ce processus qui ferait que quelqu'un qui serait voilà, d'une autre nation s'intégrerait comme juif sans passer par la case religieuse, sans passer par la case de la conversion. Et ça, c'est très problématique. Mais j'ajouterais que, et c'est ça le laboratoire que constitue Israël, en ce sens, non, il n'y a pas de nation civile. On a une nation civile qui s'appelle la nation israélienne. Mais vous savez, et ce sera ma dernière phrase, quelque chose qui me surprend beaucoup parce que j'entends beaucoup de discours qui viennent de France et j'entends toujours le peuple israélien. J'adresse mes condoléances au peuple, je soutiens le peuple israélien, etc. Est-ce que vous savez qu'en hébreu, cette notion de peuple israélien n'existe pas? Gil, tu connais l'hébreu, un Ama Israéli, ça n'existe pas dans le. C'est pas une notion, c'est pas une formule employée. Il y a des juifs et il y a des arabes ou palestiniens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. Le sionisme n'est pas un projet républicain de ce point de vue-là. Parce qu'il n'y a pas un élément hégémonique qui intègre en disant des gens qui viennent de partout dans le monde deviennent des Français parce qu'ils en parlent la langue et parce qu'ils en maîtrisent les valeurs. Non, parce que c'est une nation juive qui est ouverte. On peut devenir juif, mais par la case religieuse et pas par une case de naturalisation à la française. Et ça empêche une normalisation. Et là-dessus, il y a débat. Il y en a qui vous disent, mais notre projet, c'est pas de devenir une nation civique comme en Europe. C'est à nous, juifs et arabes en Israël, de trouver les moyens de concevoir un projet politique égalitaire, démocratique. Et ça, c'est une normalité, pardon, que l'on doit poursuivre, que l'on veut poursuivre. Mais je pense que la paix sera aussi indispensable pour y arriver. Bien. Merci. Merci Denis Charbit. C'est la deuxième fois que nous vous accueillons à Studio Lacan. Vous êtes toujours très très clair dans vos propos. Nous nous trouvons instruits après cette émission également. Un grand merci et nous disons à nos spectateurs à bientôt pour une prochaine émission de Studio Lacan. Au revoir.